Oui, bonjour à tous, toutes et à tous de ma part. C'est juste un petit mot d'introduction à cette journée, cet après-midi, qu'on dédiera à l'axe métier du cinéma chef décorateur en particulier, que c'est une thématique, une page qui nous tenait énormément à cœur d'organiser. Déjà pour le lieu où on est, pour ces rencontres, justement la ville de Martigues, où la filière cinéma est si importante. Et justement, cette journée terminera avec une visite et un dîner au Provence Studio, avec le directeur qui sera présent à la deuxième partie de cet après-midi, euh, qui s'annonce en après-midi spectaculaire, et un dîner spectaculaire aussi. Mais on commence la journée, cette demi-journée, avec une conférence pour laquelle on a invité Léa Chevalier, qui est ici à mon côté, une chercheuse, doctorante à l'université de Caen en Normandie et à l'université de Lausanne, et chercheuse associée à la Cinémathèque française, qui mène un travail incroyable d'archives sur la figure d'un chef décorateur assez méconnu, pour moi, était méconnu, qui s'appelle Bernard Evin. Mais comme la plupart, d'ailleurs, ça c'est un peu un thème aussi de la journée, comme la plupart de ces gens de métier qui restent un peu dans... sont pas vraiment des noms hyper visibles dans l'histoire du cinéma et qui restent souvent dans le générique des films qui personne regarde. Alors que voilà, le sujet de la thèse et des recherches de Eléa est justement remettre à l'honneur cette figure. Mais voilà, le jeu et le défi qu'on lui a lancé, c'était à partir, oui, de ses recherches et surtout, oui, voilà. Donc, je pense qu'on parlera beaucoup de ce chef décorateur qui, d'ailleurs, ne peut être considéré cher parce qu'il a beaucoup travaillé pour les films de Jacques Demy. Euh, euh, et nous offrira, disons comme ça, un panorama historique et culturel de la figure du chef décorateur. Donc, c'est vraiment un moment de réflexion sur cette figure. Et après sa conférence, vous pouvez rester assis sur vos chaises parce qu'il y aura juste un moment d'installation et on enchaînera avec une table ronde que je vous présenterai pour la suite. Donc voilà, je laisse la parole à Léa. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vous propose une petite conférence théorique avant la table ronde. J'espère que ça va vous plaire et vous intéresser. Alors, l'élégance du décorateur. Le décorateur de cinéma est un être en qui deux professionnels coexistent, un artiste et un constructeur. Quand l'un recherche et traduit en dessin une atmosphère selon les spécificités d'un scénario, le second modère ou alimente l'imagination du premier au regard de ses possibilités techniques et de ses ressources matérielles. Alors, son rôle n'est pas simplement, comme son nom l'indique, d'ornementer un espace, mais vraiment de donner au réalisateur un moyen de faire vivre ses personnages, leurs personnages, d'immerger les spectateurs dans la diégèse et de penser un cadre de travail où circule une équipe de tournage. Alors bien qu'il soit essentiel, la force des décorateurs de cinéma, dont l'art repose sur l'illusion et se mesure à la puissance de crédibilité de l'image cinématographique, dépend traditionnellement de leur discrétion. Alors qu'ils participent activement au processus de création, l'étude de leur pratique est souvent reléguée au second plan. Léon Barsac, qui était un décorateur et l'auteur aussi de l'ouvrage de référence Le décor de film, explique ainsi, et je le cite, que le jeu des acteurs, l'intérêt de l'intrigue et la qualité de la photographie sont les éléments directement perceptibles au spectateur d'un film. C'est d'ailleurs sur ces éléments que se base une grande partie de la critique pour juger de la valeur d'une œuvre cinématographique. S'il est souvent malaisé de discerner l'apport du décorateur, c'est que l'atmosphère, le style d'un film sont moins faciles à analyser que le sujet ou les qualités des interprètes. Plongés dans l'obscurité de la salle de cinéma, les spectateurs n'ont pas le loisir d'analyser leurs sensations face à un décor intimement lié à une action, parfois fragmenté par une caméra. On ne remarque le décor, c'est que si les artifices sont trop manifestes, que si le décor fait carton-pâte, fait faux.
Par conséquent, la preuve du succès d'un décor repose en général sur son invisibilité. Difficile alors de dévoiler ses secrets. Pourtant, aujourd'hui, dans l'espoir de résoudre les mystères d'un corps professionnel resté dans l'ombre, je vous propose de découvrir à mes côtés une partie de l'envers du décor, d'approcher l'histoire et quelques méthodes d'un corps professionnel. Quel est le rôle des décorateurs et quelle est leur histoire, leur aventure? Alors, pour répondre à ces questions, on va retracer ensemble très brièvement l'histoire des décorateurs en revenant sur des périodes vraiment très caractéristiques. Évidemment, pour retracer l'histoire des décorateurs, il me faudrait une journée. Là, on a 1 heure, donc je vais omettre beaucoup d'éléments. Mais en tout cas, vous allez avoir les moments précurseurs. Et ensuite, j'aimerais vous décrire des étapes de fabrication d'un décor à partir du travail de Bernard Évin sur les Demoiselles de Rochefort. Avant de débuter ma présentation, je souhaiterais répondre à une question. Pourquoi s'intéresser au décor de cinéma? À quoi ça sert? En quoi est-ce important? Alors c'est loin d'être anecdotique. Observer les décors de cinéma parce que ces derniers se situent véritablement à la genèse de la conception des films, apporte une assise concrète à la réflexion esthétique, offre en plus de nouvelles clés de lecture des films. Suivre dans le détail le processus de conception des décors permet de s'approcher au plus près du geste créateur, donne l'occasion de saisir plus finement les enjeux de la mise en scène. De plus, ça permet d'envisager le cinéma d'un autre point de vue, non plus seulement un point de vue esthétique, mais véritablement technique, historique. Examiner les décors nous permet en plus d'envisager autrement les arts du spectacle, de faire un pas de côté théorique. C'est également une façon de se distinguer des études majoritairement autoristes, de s'émanciper de l'autorité du réalisateur qui est inlassablement mise en avant dans la presse au détriment du reste de son équipe. Ainsi, considérer les décors rappelle que le cinéma dépend d'une collaboration. En particulier, la construction ou l'aménagement du décor dépend de l'intervention et de l'expertise d'artisans, d'ouvriers, de menuisiers, de peintres, d'ensembliers, enfin toute une équipe très variée. Le réalisateur n'est pas du tout le seul décisionnaire, c'est vraiment le membre d'un groupe de travail composé de plusieurs chefs d'équipe dont les savoirs et la personnalité nourrissent les projets. Et enfin, et ce sera le dernier mot de cette introduction, pourquoi avoir choisi comme titre l'élégance du décorateur? Alors il fait référence à Bernard Évin, ce mot élégance. Régulièrement, dans plusieurs de ses entretiens, quand Bernard Évin souhaite parler de son travail, il fait référence à un dandy canet qui s'appelle Brumel. Et il dit « Si vous m'avez remarqué, c'est que je n'étais pas élégant ». Donc l'élégance évoque justement le raffinement, la discrétion, la mesure qui ferait le triomphe des décorateurs. Et d'après les commentaires d'Alain Rey dans un dictionnaire historique de la langue française, élégant vient du latin légere, qui veut dire cueillir, choisir, rassembler. Et donc cette étymologie rappelle de mon point de vue, vraiment le geste du décorateur, les étapes de fabrication, de la conception à la construction d'un décor. Le terme élégance illustre assez explicitement l'essence de la profession, d'où le choix de nommer cette présentation élégance du décorateur. Alors, première partie avec cette brève histoire des décors et du métier de décorateur au cinéma. Déjà, pour commencer, j'aimerais vous citer quelques sources, des sources primaires, des sources secondaires, pour retracer l'histoire des décors et des décorateurs. Quels documents avons-nous à notre disposition pour approcher l'histoire de cette profession ? Alors, toujours pour des questions de temps, j'en omettrai quelques-unes, mais j'essaierai d'être la plus précise possible. Alors, bien que les fonds d'archives concernant les décorateurs paraissent plutôt fragmentés, force est de constater que ce corps professionnel prête quand même une certaine attention à la bonne transmission de son activité, qu'il questionne et partage donc assez régulièrement ses souvenirs, et cela tout au long de son histoire.
Pensons par exemple alors à l'ouvrage de Robert Maillet Stevens, qui était un décorateur de cinéma dans les années 20. Son premier ouvrage paru, c'est Le décor moderne au cinéma, publié en 1928. Et donc Robert Maillet Stevens était un architecte français initialement, et il réalise ensuite plusieurs décors, et en particulier pour Marcel L'Herbier. En 2003, la maison d'édition Séguier publie une courte anthologie de ses textes, mais aussi de ses interventions pédagogiques en public. Et durant ces interventions, le décorateur décrivait fidèlement les techniques de conception d'un décor et interrogeait aussi son rôle et son esthétique au cinéma. Plus tard, à partir des années 40, et surtout après la guerre, un plus grand nombre d'entretiens de décorateurs ou de courts textes écrits par leurs soins sont publiés. Donc, parmi les quelques témoignages, un décorateur, de par le nombre et la richesse de ses interventions, se démarque. Il s'agit d'Hugues Laurent, donc, qui est un décorateur en exercice entre 1904 et jusqu'à la fin des années 50. Il dirige la section décor à l'IDEC. Donc l'IDEC, je vais vous en parler un peu plus tard, c'est l'Institut des hautes études cinématographiques, l'une des premières grandes écoles destinées à l'apprentissage des techniques du cinéma, qui a été, en tout cas pour le décor, la section décor a été ouverte de 1945 jusqu'à la fin des années 60. Et donc Hugues Laurent était directeur de la section des décorateurs. Donc, suite à l'enseignement qu'il a transmis, il publie ses cours et il publie plusieurs textes précis, assez détaillés sur l'histoire et les méthodes de conception des décors de cinéma sous la forme de memento. Hugues Laurent se porte ainsi, d'une certaine manière, garant de l'appréhension de l'art du décor et de ses gestes à travers l'enseignement et aussi à travers la diffusion de son savoir dans différents ouvrages. Il participe aussi à plusieurs séances d'entretien et ces entretiens sont l'une des rares traces pour retracer l'histoire du décor dès ses origines. Autrement, on a un fonds d'archives aussi d'un architecte décorateur qui s'appelle Lucien Aguetan, qui joue un rôle essentiel dans la reconstitution de l'histoire des décors. Son fonds est très riche, il est composé de notes de travail, de brouillons, de cours aussi transmis à l'IDEC. Et c'est vrai que ces textes sont très personnels, il offre un portrait intime du métier de décorateur qui est très très beau. Alors, ajouté à ces documents d'archives, au cours des années 70, plusieurs décorateurs publient leurs souvenirs, la somme de leurs souvenirs. Alors, je pense au décor de film de Léon Barsac, que je vous ai cité un peu plus tôt en introduction, ou sinon l'envers des décors de Georges Vakievitch, l'étude illustrée de Max et Jacques Douy, décors de cinéma. Donc, ces écrits offrent un aperçu précis de l'évolution du décor et aussi une valeur de témoignage en réaction aux mutations techniques, aux mutations industrielles et esthétiques contemporaines de leur publication. Quelques études aussi, des sources secondaires cette fois-ci, donc plus récentes, telles que les chefs décorateurs de Peter Ettedgui, le décor au cinéma de Jean-Pierre Berthomé et le décor de cinéma de Françoise Piot, reviennent de manière plus objective sur l'histoire du métier et sur l'évolution technique et esthétique des décors de cinéma. Très récemment, en 2019, sort l'ouvrage Planter le décor de Gwenaëlle Rault, qu'on va rencontrer juste après, qui propose une sociologie des tournages. Et enfin, pour finir avec les sources, donc de nouveau, aujourd'hui, à l'image de leur père, des professionnels publient et participent à présent à l'écriture d'ouvrages sur leur activité. Je pense à Thierry Lenouvel et Pascal Johan Rabot avec chef décorateur pour le cinéma, ou à Renato Lori pour scénographie et réalisation des décors pour le cinéma. Donc tous décrivent les tâches du décorateur dans le contexte actuel de réalisation des films. C'est vraiment des ouvrages très pratiques avec des anecdotes, des choses très concrètes. Et commençons donc avec l'histoire du métier de décorateur. Ceux qui autrefois le brossaient, ceux qui aujourd'hui le composent. Alors ainsi débute le cours d'histoire du décor assuré par Hugues Laurent à l'IDEC. Et aujourd'hui, près de 80 ans après la première énonciation de cette formule, de ce précepte, je souhaite à mon tour introduire cette conférence avec ces quelques mots, ceux qui autrefois le brossaient, ceux qui aujourd'hui le composent.
Après 1895 et les premières prises de vue en décor naturel, s'est manifestée, et je reprends les mots de Léon Barsac, la nécessité d'élaborer un scénario pour des fictions primitives. C'est également manifesté l'envie d'explorer les possibilités techniques du cinématographe. Et rapidement, le cinéma fut alors assimilé à du théâtre filmé. Et lorsque le besoin d'un décor se fit sentir, celui-ci reprit les méthodes de conception, la structure générale d'un décor de théâtre, d'un décor de la scène. Et même plus, ce sont les artistes peintres décorateurs de théâtre qui furent appelés les premiers à brosser les décors pour le cinéma. Leur expérience du décor de scène et de la peinture les désignait pour ce genre de travail. D'où la citation introductive, empruntée Hugues Laurent, elle fait référence au geste des premiers décorateurs de cinéma, aux décorateurs venus du théâtre, qui brossaient, peignaient les larges toiles suspendues derrière les acteurs. Et qui dit décor dit studio. En France, Georges Méliès, inspiré par l'architecture des ateliers de photographie, dirige l'érection de ce que nous considérons comme le premier studio de cinéma au toit entièrement vitré en 1897 à Montreuil-sous-Bois. Donc à l'intérieur du studio, l'ensemble était agencé autour d'une scène surmontée de cintres, installée au-dessus d'une fosse, en dessous de scène, et entourée de coulisses. En plus de ces coulisses, des réserves, des cases de décors et d'accessoires accolées l'espace de jeu étaient à proximité de cette scène, de ce plateau de jeu. Alors concrètement, comment ça se passait ? Eh bien, Léon Barsac, toujours lui, raconte que les décors étaient peints à plat, comme les décors de théâtre. La toile était broquetée, c'est-à-dire qu'elle était clouée au sol avec des petits clous de tapissier. Et après une première couche de colle de peau et de blanc de meudon, donc l'encollage de la toile, le décorateur traçait le dessin au fusain. Et pour les architectures compliquées, on établissait une petite esquisse qui était agrandie ensuite au carreau, dont l'esquisse et la toile étaient divisées en un nombre égal de carreaux. Et ce quadrillage servait de repère ensuite pour agrandir le dessin. Le peintre décorateur peignait debout en marchant sur la toile et il se servait de brosses et de balais à ciel à manches très longs pour juger de l'ensemble de façon à accentuer les effets ou à supprimer les détails inutiles. Il suffisait de monter sur une échelle pour voir ensuite le décor en prenant un peu de recul. Donc à la différence des décors composés pour le théâtre, ceux pour le cinéma étaient peints en un camailleux de gris ou de sépia, de camel, puisque les couleurs étaient imprévisibles avec la pellicule. Le bleu ciel devenait blanc, le rouge, le jaune, le vert, il paraissait noir. Donc c'est vrai que pour des questions de facilité, pour des questions pratiques, le décor était directement peint en noir et blanc. Pour illustrer ces premiers temps, je vous montre quelques photogrammes d'un décor que vous connaissez sans doute, de Voyage dans la Lune de Georges Méliès, qui est sorti en 1902. Alors, c'est une épopée féerique. Le film retrace les aventures d'une équipe de scientifiques en expédition sur le satellite. Le film est composé de 17 décors différents, complexes, assez chargés. Méliès et son équipe décomposent l'image en plusieurs plans et créent ainsi du relief, occupent, exagèrent la profondeur de champ. Alors bien qu'ils soient très chargés en détails, les décors restent malgré tout assez lisibles. Ils sont organisés en deux plans. Alors un premier plan assez large avec les personnages principaux, là où l'action se joue, et un second plan plus étroit pris dans la ligne de fuite, le paysage, qui situe géographiquement l'action. La profusion de détails, de symboles, de formes donne l'illusion de relief, donne aussi une illusion de mouvement. À la suite du studio de Méliès, beaucoup d'autres sortent de terre et se dispensent rapidement des machineries du théâtre, comme les deux studios de Pathé, inaugurés en 1904 et 1905, ou la très moderne Cité LB de Gaumont, inaugurée au but de Chaumont en 1906. Donc ces espaces de travail et de création se modernisent avec l'installation de lumière artificielle, l'ouverture de menuiseries, l'agrandissement aussi des ateliers de construction des décors. Donc tout ça se fait vraiment peu à peu.
Rapidement, les décorateurs embauchés par les maisons de production et rassemblés en groupes de travail non hiérarchisés ne se contentent plus de brosser de simples toiles accrochées au fond. Ils donnent vie véritablement au récit à l'aide de trucages, à l'aide d'effets spéciaux. Par exemple, pour les scènes situées au bord de la mer ou au bord d'un lac, ils vont utiliser des petits bassins peu profonds, ou alors ils vont utiliser par exemple des trains miniatures pour reproduire un accident de train réel. Donc à proximité des plateaux et à partir de petites esquisses indicatives ou de courts, très très courts scénarios, ils cherchent à serrer la réalité de près, d'autant plus qu'à l'époque, ils y reproduisaient les actualités. Alors bien que les progrès techniques permettent progressivement au cinéma de s'émanciper de la dramaturgie classique, de la simple copie de la scénographie du théâtre, il reste très proche, jusqu'aux années 10, de la frontalité théâtrale et des sujets abordés dans les pièces, dans les œuvres théâtrales. Pour autant, la caméra, au lieu de rester immobile, commence peu à peu à se déplacer dans les décors. Et les décors d'ailleurs s'agrandissent, sont plus vastes, ils sont composés de plusieurs pièces ou alors ils sont enrichis d'une maquette. Ils donnent un sentiment de continuité, un sentiment de profondeur que le théâtre, qui est inscrit dans un cadre, dans un espace limité, ne peut reproduire. Et d'autre part, on incorpore de plus en plus dans les films tournés en studio quelques vues prises en extérieur, ce qui oblige les décorateurs à une recherche plus poussée de la réalité pour harmoniser les espaces au sein du film. Progressivement et influencé par Antoine, qui porte sur scène du mobilier, le cinéma se tourne vers un décor beaucoup plus construit. Donc, c'est-à-dire que peu à peu, le buffet qui est peint sur la toile, qui frissonne au moindre passage de l'acteur, va être construit. Après, il y a les moulures qui vont être construites, puis une porte. Et puis peu à peu, comme ça, le décor va devenir entièrement construit. En 1914 qu'apparaissent en France les premiers décors vraiment entièrement construits en châssis, en contreplaqué, en carton-pierre. De nouveaux spécialistes apparaissent alors, des ensembliers, des menuisiers, des sculpteurs, des staffeurs, des peintres en bâtiment aussi. Les décors construits deviennent bientôt des ensembles grandiloquents, excessifs. Les décorateurs relèvent d'incroyables défis architecturaux. La technique émancipe définitivement le cinéma de l'art théâtral. Dès les années 10, des peintres décorateurs s'aventurent dans de grands projets, pensent des décors complexes en 3 dimensions, des ensembles spectaculaires. Ils reproduisent en général des fresques historiques qui émerveillent les spectateurs, qui sont toujours plus surpris, stupéfaits face à la richesse décorative, à la reconstitution vraisemblable d'un paysage. Pour illustrer cette période, je souhaitais vous montrer les décors de Babylone du film Intolérance de Griffith. Alors, dans ce film, le réalisateur revient sur plusieurs épisodes d'injustice et donc le décor de Babylone fait référence à la chute de Babylone en moins 539. Donc, d'après les photos de tournage et les témoignages des personnes présentes durant le tournage, le décor mesurait environ 120 mètres de profondeur, de l'arche du fond en bas des marches qui montent vers le parvis. Sa largeur était de 54 mètres et sa hauteur de 41 mètres. On estime la position de la caméra à 171 mètres depuis l'arche à une hauteur de 25 mètres qui l'a placée à l'horizontale des balcons qui sont juste situés au pied des éléphants. Et pour filmer cet énorme décor, une tour mobile en bois est édifiée en face du parvis. Donc c'est vraiment une structure pyramidale de 35 mètres de hauteur, montée sur 4 roues de train. Et 2 équipes de manœuvre déplaçaient la tour et actionnaient l'ascenseur pour monter ou descendre la plateforme sur laquelle étaient installés les opérateurs. Alors, les décors ont été édifiés par Hugh Wortman et Walter Hall. À l'époque, les décorateurs n'étaient pas encore crédités à la fin des films. Leur nom n'apparaissait pas du tout au générique. Seuls les souvenirs des ouvriers qui étaient présents durant le tournage permettent en fait d'identifier ces personnes. Walter Hall faisait des dessins préliminaires tracés à main levée, au crayon sur des cartons. Et ensuite, Hugh Wortman réceptionnait le dessin terminé pour confier son exécution technique en volume à son équipe.
Pour concevoir les décors, les artisans sont guidés par un album d'images et de textes inspirants composés par Griffiths, qui était destiné à guider la recherche documentaire des techniciens. Donc les décorateurs ne reproduisent pas fidèlement la réalité historique, mais ils respectent plutôt l'imaginaire collectif, un ensemble d'images inspirantes qui évoquent tout de suite un souvenir dans la tête des spectateurs. Vraiment, c'est une iconographie évocatrice pour tous. L'ensemble extravagant formé par ce décor est une masse de contradictions. C'est vraiment un entremêlement de lignes, de fuites concurrentes. On ne sait pas exactement où poser le regard dans ce capharnaüm d'accessoires, de reliefs, d'ombres, de lumière. À l'ère des décors construits du grand spectacle, des recompositions historiques, le décor est à la fois l'écrin de la diégèse du film, mais aussi un cadre spectaculaire en lui-même, où les spectateurs allaient aussi en salle pour revoir ces reconstructions incroyables. Alors attention, bien que pour Intolérance et l'épisode babylonien, les décors ont quasiment été entièrement reconstruits, la période est plutôt marquée par l'émergence de trucages qui permettent de faire des économies. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de décorateurs vont seulement construire l'espace qui est vu, qui rentre dans le champ de la caméra. Entre 1910 et 1920, les décors sont la combinaison de construction réelle et de miniaturisation de l'image. Par exemple, apparaissent durant cette période les glass shots. Alors je crois que les décorateurs aujourd'hui pourront nous confirmer, mais je crois que c'est encore utilisé aujourd'hui, des peintures sur verre qui permettent de prolonger un décor ou d'ajouter un élément dans un paysage. Alors comme l'activité se diversifie, les professionnels aussi, à présent, l'équipe en charge des décors est sous l'autorité d'un chef décorateur. On compte parmi ses membres des maçons, des menuisiers, des charpentiers, des chefs machinistes, des experts en peinture en trompe-l'œil ou en patine, des staffeurs, des ensembliers, des accessoiristes. Enfin, beaucoup de nouveaux métiers apparaissent. La profession se diversifie et pour autant, les décorateurs ne sont toujours pas crédités à la fin des films. La profession est reconnue dans le cadre intime du tournage, mais pas encore aux yeux du public. Parallèlement à la production courante, une nouvelle tendance se fait jour. Il s'agit des films d'avant-garde. Donc dans ces films, le jeu des acteurs, le maquillage, la photo, les décors, les costumes ont un style, une esthétique qui les apparente à certaines écoles artistiques de peinture ou littérature, donc telles que les écoles cubistes ou surréalistes. Les années 20 se situent alors, comme l'écrit Jean-Pierre Berthomé et Françoise Piot, à la croisée des arts. Comme le cinéma occupe une place importante dans la culture, le monde des arts s'en préoccupe et vont théoriser le décor. Pourquoi ? Parce que les décors se trouvent au cœur du débat sur la légitimation du cinéma comme art. Et le décor est aussi approché différemment, non plus seulement comme un exercice architectural, mais davantage comme un espace de création, un cadre d'étude encore vierge que les artistes vont pouvoir s'approprier. Alors, à titre d'illustration, j'aimerais vous présenter un décor de Robert Mailly Stevens, qui était membre du club des Amis du 7e art. Alors, surtout connu pour ses créations hors du cinéma, il signe dès 1920 des décors de cinéma, dont l'un des plus connus, celui pour L'Inhumaine, un film de Marcel L'Herbier sorti en 1924. Le film retrace l'histoire d'une belle cantatrice renommée Claire Lescaut. Donc les décors du film sont épurés, sont dépourvus d'ornements, sont dépourvus de détails superflus. Les façades des édifices rappellent la simplicité formelle des toiles cubistes. On remarque vraiment une simplification des lignes, l'unification de larges surfaces, des damiers, une démarcation très nette entre les ombres et les lumières. Le décor épuré est lisible, seuls les personnages en costume dessinent des motifs sphériques, absents des murs ou du mobilier. L'architecte décorateur se concentre vraiment sur des matières brutes, dont le béton et le verre, chose encore rare au cinéma à cette période. Durant ces mêmes années, donc au début des années 20, une équipe de cinéastes immigrés russes s'établit en France et renouvelle véritablement la pratique des décorateurs de cinéma.
Alors parmi eux, le plus connu, Lazare Mersenne, devient une figure incontournable du décor de cinéma. Il est l'un des premiers à utiliser massivement des matières brutes comme le fer, le ciment, les briques. Entre 1924 et 1935, dans les studios d'Épinay, il règne véritablement en maître. Il est embauché par la production Tobis, et quand on lit son contrat, on lui demande de faire les maquettes de tous les décors des productions Tobis, de vraiment être responsable du décor du moment où on le dessine sur les maquettes jusqu'au moment où on le retire des studios. On lui demande de prendre en charge une équipe et aussi d'être responsable de la bonne tenue du studio qu'il occupe. Autre figure incontournable, Jean Perrier. Alors celui-ci parvient à établir d'une façon précise, graphique, les règles auxquelles le décor obéit pour répondre aux besoins de la mise en scène et de la prise de vue. Ces deux professionnels, et c'est pour ça que je cite en particulier ces deux personnes, forment la future génération de décorateurs dont Alexandre Tronner, Max Douy, Jean Daubonne font partie. Ils touchent profondément l'histoire du métier, leur pratique détermine la technique et l'esthétique des décors à venir. Intimement liés aux mutations technologiques constantes, les décorateurs affrontent à la fin des années 20 l'arrivée du parlant. Donc l'insonorisation des plateaux, les questions de réverbération du son, l'entrée de nouveaux métiers touchent naturellement la confection des décors. Mais habitué au changement, le décorateur s'adapte assez rapidement. De plus, de par son attrait technique et son importance dans le processus créatif filmique, le public et les critiques reconnaissent enfin sa présence, puisque après 30 ans d'anonymat, le chef décorateur apparaît enfin au générique des films. Alors, en même temps que l'industrie cinématographique se consolide, les studios de prise de vue se multiplient, s'agrandissent et s'équipent. Toujours à proximité des plateaux, les décorateurs disposent de bureaux de dessin, d'ateliers de construction spécialisés et aussi de vastes réserves où conserver quelques éléments de décors de cinéma. Les équipes s'organisent, se diversifient toujours en métiers hautement spécialisés qui collaborent sous l'autorité d'un architecte décorateur ou chef décorateur. D'un côté, nous trouvons donc les métiers de la construction avec les machinistes qui sont chargés du montage des décors. Et de l'autre côté, on a les métiers de l'ameublement du décor avec un ensemblier, un régisseur d'extérieur, un ripper en charge du transport des meubles et des accessoires. Alors, aux États-Unis, en Italie ou en Allemagne, on va vraiment parler d'un âge d'or des studios, dont l'organisation est industrialisée et les moyens humains vraiment rationalisés. Mais en France, il serait plus juste de parler de l'âge d'or des décorateurs. Entre les années 30 et 40, une nouvelle génération de décorateurs s'impose. Donc Léon Barsac, Max Douy, Georges Vakiewicz ou Alexandre Tronner, donc ceux qui avaient directement été inspirés par Jean Perrier et Lazare Mersenne. Donc en particulier, ils s'unissent fidèlement à des réalisateurs et forment ainsi des paires parentes d'une esthétique appelée réalisme poétique. Donc Tronner et Marcel Carné sont l'un des couples les plus renommés du cinéma entre décorateurs et réalisateurs. Ils conçoivent ensemble Un jour se lève, Quai des brumes ou L'Hôtel du Nord. Les décors urbains sont conçus entièrement en studio. Les décorateurs ne cherchent pas à reproduire la réalité telle qu'elle, mais vraiment privilégient l'expression esthétique d'une certaine sensibilité humaine dans des univers populaires angoissés par l'approche de la guerre et abattus après l'échec du gouvernement de Léon Blum et du Front populaire. Un peu plus tard et un peu différemment, Jean Cocteau collabore avec Christian Bérard, décorateur et costumier de théâtre à la base. En 1946, pour La Belle et la Bête, donc un film du catalogue, il assure le rôle de directeur artistique en charge de l'aspect visuel général du film. Il est responsable de l'expression vraiment plastique du sujet, du récit. Alors, aux États-Unis, la fonction est bien connue sous le nom de production designer, mais c'est vrai qu'en France, l'idée d'un directeur artistique peine à s'installer, en tout cas à cette période.
tourné un petit peu aussi en décor naturel au château de Raret et en studio pour les scènes en intérieur. L'image de La Belle et la Bête est inspirée entre autres par les illustrations de Gustave Doré. Les décors féeriques sont construits par René Moulaert, donc sont construits techniquement par René Moulaert, qui matérialise les idées de Bérard. Ensemble, ils façonnent vraiment des espaces surnaturels, mêlant la faune à l'organisme humain. Les murs, les porte-bougeoirs, le palais prend vie au passage de Belle. Donc, le catalogue d'école et cinéma aussi propose plusieurs films réalisés juste après la Libération. Alors, je pense en particulier au Quai des Orfèvres d'Henri-Georges Clouzot et La traversée de Paris de Claude Autant-Lara. Donc, Max Douy est en charge des décors de ces deux films représentatifs de la fin des années 40 et du début des années 50. Afin d'écrire, de comprendre la manière dont les décors sont pensés et conçus à cette période pour ces deux films, je me suis tournée vers l'enseignement proposé à l'IDEC. Envisager l'enseignement du décor permet vraiment de saisir la nature de l'activité et de synthétiser les règles qui la régissent durant la période. L'IDEC est le lieu privilégié, voire le seul espace d'enseignement à l'époque des métiers de la technique du cinéma en France. Il forme un corps de métier uni derrière une pratique commune qui est caractéristique de ce que nous appelons la tradition de la qualité française. Donc c'est une appellation qui désigne le cinéma d'après-guerre, auquel on associe l'art de l'adaptation littéraire, les tournages en studio et une grande qualité plastique, fruit du travail des équipes de la technique. Ces dernières sont vraiment perçues comme les garantes d'une forme académique, d'une qualité dont le studio serait l'antre. Ils font vraiment la réputation du cinéma français. L'enseignement repose sur les pratiques héritées des chefs décorateurs, donc comme Perrier et Mersenne, et aussi sur les interventions de décorateurs contemporains, dont Max Douy. Donc les décors de la traversée de Paris et du quai des Orfèvres sont conçus en studio. Ce sont ce que les décorateurs appellent des décors sensibles. La formulation ne vient pas de moi, je l'ai vraiment retrouvée dans les textes. Donc, c'est-à-dire des décors qui expriment une vérité en faisant sentir la portée et la signification profonde. Conçus pour les studios, les décors sont vraiment pensés selon l'objectif d'une caméra. Max Douy, après avoir proposé des maquettes d'ambiance, réalise des esquisses perspectives, des plans, en accord avec l'angle de champ, la position des spots lumineux, de l'appareil d'enregistrement. Derrière moi, vous avez des petites images justement que j'ai retrouvées dans les pages des cours de l'IDEC. Ce sont les schémas qui permettent justement de calculer ce qui va apparaître le décor. Donc vraiment, les décors se plient aux nécessités du découpage technique qui prévoit aussi exactement que possible tous les mouvements, alors tous les mouvements de la caméra, donc tout le matériel, et aussi les mouvements des acteurs ou aussi les membres des équipes. C'est vraiment en fonction des mouvements aussi que les portes, les fenêtres, les escaliers, les meubles sont installés. La forme et l'importance des décors dépendent intimement du découpage technique, du déroulement de l'action et la manière surtout dont elle sera filmée par la caméra. Tout est millimétré. Les décorateurs conçoivent à la fois donc l'espace de la diégèse, le lieu du récit, et un lieu de travail destiné à accueillir tous les savoirs, toutes les pratiques des techniciens et des autres chefs d'équipe présents au tournage. Tourner en studio, parce qu'un mur peut être déplacé, facilite vraiment la mise en forme de tels ensembles, surtout quand tout est millimétré de cette manière. Les décors de Max Douy et de ses contemporains sont donc assez classiques, puisqu'ils sont d'une grande qualité plastique, d'une simple fluidité, tout est vraiment contrôlé. Et du coup, ça compose des images sans heurts, sans coupure, quelque chose de très accessible, où les spectateurs n'ont jamais à être interrompus et vont être totalement plongés dans le récit. Alors, parallèlement au développement des couleurs à l'écran, les tournages en décor naturel se multiplient en France à la fin des années 50. Alors, plusieurs innovations techniques facilitent la sortie des équipes hors des studios, l'emploi de caméras plus légères, donc plus maniables, aussi l'enregistrement synchrone du son, où le son va être détaché de la caméra,
L'utilisation de pellicules aussi plus sensibles et donc qui nécessitent un éclairage moins puissant. Et il y a aussi un éclairage au quartz qui est beaucoup moins encombrant, qui va permettre aux équipes d'aller dans la rue sans avoir à déplacer tout un matériel très lourd. En comparaison, quand les peintres ont de la peinture en tube, ils vont sortir peindre, ils vont sortir de leurs ateliers pour peindre des paysages. Là, c'est un petit peu pareil. Le cinéma va sortir dans la rue parce que les techniques lui permettent. Alors les jeunes aspirants cinéastes dont le maigre budget ne permettait pas de travailler en studio tournent dans les rues à moindre coût. De plus, cette nouvelle génération, ces jeunes cinéastes cherchent aussi à tourner des films en essayant d'échapper à la supposée dictature des décorateurs, au corporatisme qui règne sur les studios, puisqu'en effet, les décorateurs forment une véritable institution professionnelle, un entre-soi qui est très difficile d'accès. Et donc, les nouveaux arrivants qui veulent faire du cinéma, c'est toujours un petit peu difficile, parce qu'il y a un chemin principal pour atteindre une fonction, et si on prend des petits chemins de traverse, c'est plus difficile. Et ajouté à tout cela, les studios aussi sont en crise. En 1955, la commission Studio Décor, donc c'est une sous-commission qui rassemble des décorateurs qui prennent en charge les studios, qui se rencontrent 2 fois par mois pour discuter un peu de l'état des studios. Et quand ils se rencontrent, donc en 1955, le bilan autour des studios est désastreux. Les moyens sont archaïques, ils n'ont pas évolué en 10 ans. Les studios ne répondent plus du tout aux besoins des équipes. Le fossé avec les autres pays se creuse. Donc il y a une multiplication des sinistres sur les plateaux. Le prix de location augmente aussi énormément, comme le prix des assurances, puisqu'il y a beaucoup d'accidents. Donc forcément, les assurances font payer encore plus cher. Donc vraiment, on a un espace de travail désuet, aussi des zones de lutte constantes des décorateurs face au chômage, face à des productions qui n'ont pas le même regard sur le métier. Ils luttent vraiment contre un rythme infernal et très stressant de travail. Donc en somme, les studios forment aussi un terreau favorable au changement et à la fuite de la nouvelle génération. Et pourtant, et paradoxalement, le développement des tournages en décor naturel inquiète profondément les décorateurs chevronnés, donc les professeurs de l'IDEC. Ils n'envisagent pas du tout leur activité hors des studios, là où presque rien n'est à construire. Le métier connaît véritablement une crise à ce moment-là, dans les années 50 et 60. Les décorateurs, les professeurs de l'IDEC annoncent la disparition de leur profession. Pourtant, plusieurs étudiants, plusieurs jeunes décorateurs vont immerger à ce moment. Je pense donc à Bernard Évin, à Jacques Saulnier, à Pierre Guffroy, à François de Lamotte, qui tournent en décor naturel et aux côtés de réalisateurs associés à la Nouvelle Vague. Donc la Nouvelle Vague, d'ailleurs, qui était maladroitement identifiée par la presse comme l'initiatrice des tournages en décor naturel, alors que beaucoup de films associés à la Nouvelle Vague ont été tournés en studio. Le changement de lieu de travail questionne le rôle, questionne les gestes, questionne les possibilités créatrices des décorateurs. En décor naturel, les décorateurs ne construisent pas l'espace de A à Z, mais le transposent dans l'univers du cinéma pour qu'il soit perceptible à travers une caméra et corresponde aussi au récit raconté. Donc c'est par exemple le cas avec les 400 coups de François Truffaut, qui est sorti en 1959 et qui tournait entièrement en décor naturel. Bernard Évin est en charge de repérer les lieux propices au tournage, de les transformer selon les nécessités techniques et scénaristiques, et de faire, et je reprends ces mots, d'un lieu juste un lieu visuel, c'est-à-dire un lieu qui n'est pas seulement utilisé pour sa fonction primaire, mais véritablement un lieu utilisé comme signifiant narratif, capable de traduire en volume la rudesse du monde d'Antoine Doinel, et puis teinté parfois de douceur enfantine. Alors, à la différence des films de la tradition de la qualité française, la nouvelle génération, le nouveau cinéma, que ce soit en studio ou en décor naturel, accepte plus facilement l'accident, les heurts, les pans de mur qui obstruent parfois le champ de vision.
Donc, par exemple, pour Une femme est une femme, bien que le film soit tourné en studio, Jean-Luc Godard demande à Bernard Hévin de reconstruire l'appartement du couple avec les contrariétés du décor naturel. Donc, impossible, entre autres, de bouger des murs. Les mouvements sont vraiment restreints. Des colonnes ou des murs dissimulent les acteurs, ou il est impossible de faire une vue d'ensemble véritable du logement. Les espaces sont en plus très souvent dépouillés, au risque de mettre en péril l'illusion cinématographique, puisque l'espace est assez vide d'accessoires. Durant cette période, aussi en contradiction avec les pratiques antérieures, en mettant en avant de cette manière les déterminants de l'artifice, l'immersion ne dépend pas seulement de l'envoûtement des sens, ou ni de l'état de cécité des spectateurs, mais d'une prise de conscience active des outils et de la présence des techniciens. Alors, ce départ de studio ne dure qu'un temps, puisque dès les années 70, les réalisateurs vont retourner assez massivement au sein des studios, mais ils vont les utiliser d'une autre manière, c'est-à-dire que là, vraiment, ils vont montrer l'envers du décor, les secrets de fabrication avec le décor. Donc, je pense au film La Nuit américaine de François Truffaut, ou alors il y a d'autres décorateurs, d'autres réalisateurs qui vont vraiment construire des décors qui rappellent l'âge d'or des studios, comme le film Diva avec des décors de Hilton McConico. Alors, les décors numériques, je ne vais pas en dire grand-chose parce qu'on en parlera plus longuement avec la table ronde, mais l'apparition du numérique va multiplier naturellement les possibilités. De plus en plus, on va pouvoir insérer des éléments dans le plan ou alors multiplier le nombre de figurants dans le décor. Et surtout, toutes ces nouvelles pratiques liées au numérique vont faire émerger de nouveaux métiers. On va de nouveau se poser des questions sur les gestes, sur les outils des décorateurs. Et puis, on va aussi avoir un travail qui va unir des personnes de différents pays, de différentes origines. Donc, il y a aussi un brassage culturel qui va demander aux décorateurs de travailler parfois différemment. Alors, très rapidement, je vous parle du tournage des Demoiselles de Rochefort de Bernard Hévin. On va passer du général au particulier. Donc, il y a plusieurs ouvrages, c'est-à-dire que tous mes propos sont basés à la fois sur des ouvrages théoriques sur Jacques Demy, sur beaucoup d'entretiens de Bernard Hévin qui ont été menés souvent auprès de Jean-Pierre Berthomé. Et aussi, je vous le conseille, des bonus du DVD des Demoiselles de Rochefort, édité par Criterion. Donc une collection un peu particulière. Alors, Bernard Hévin, déjà, c'est un chef décorateur. Et pourquoi je m'intéresse à lui? C'est parce qu'il a justement commencé sa carrière au début des années 50. Il a été diplômé de l'IDEC en 1951. Et donc, il fait partie de cette nouvelle génération qui, malgré le fait que ses professeurs annoncent la disparition de son métier, va quand même réaliser des décors. Et c'est aussi un décorateur qui est associé à la nouvelle vague. Et puis, esthétiquement, ces décors sont très audacieux, sont très colorés, alors qu'à l'époque, les décorateurs n'osaient pas vraiment utiliser la couleur. Ils craignaient toujours que la couleur déconcentre les spectateurs ou attire le regard, que ce soit une attraction et que donc que les spectateurs perdent le fil du récit. Et Bernard Hévin, et pas seulement avec Jacques Demy, utilise très régulièrement les couleurs. Et c'est en cela aussi qu'il est réputé. Pour les Demoiselles de Rochefort, au niveau de comment il organise son travail, il commence déjà, c'est un peu particulier avec Jacques Demy, ils sont assez proches, ils se connaissent déjà. Donc, normalement, les décorateurs travaillent à partir d'un scénario qu'ils vont annoter, dont ils vont lister les lieux, les meubles importants. Avec Jacques Demy, Bernard Hévin commence le projet vraiment alors qu'il n'y a que 3 mots sur le papier. Il travaille avec lui, avec Michel Legrand, pour essayer vraiment de dessiner des maquettes qui seront représentatives de l'univers. Bernard Hévin réalise plusieurs maquettes. Alors, il réalise un même lieu en maquette, mais selon des points de vue différents. Les maquettes sont vraiment des dessins à plat. Il va peindre à la gouache ou avec du pastel les décors qui sont donc très colorés. D'ailleurs, ces maquettes rappellent un petit peu les toiles brossées des premiers décorateurs de cinéma.
Donc, et aussi, les maquettes, c'est important de le dire, c'est vraiment un document d'archives indispensable, très riche en informations, puisque c'est vraiment le premier dessin, ce qui va rester du décorateur. C'est avec la maquette qu'on saisit un peu la personnalité d'un décorateur. Et c'est vraiment aussi un outil de travail indispensable, puisque ça va être le premier support autour duquel le décorateur va pouvoir échanger avec le réalisateur. Ensuite aussi, c'est important de le dire, c'est que le décorateur travaille en lien avec les autres métiers, en particulier avec la costumière. Et pour les films de Jacques Demy, il travaille avec Jacqueline Moreau. Et donc, au début de chaque film, avec Jacques Demy et Jacqueline Moreau, ils reprennent le scénario. Ils vont découper des petits papiers selon la couleur des décors ou des costumes. Et ils vont les mettre côte à côte en suivant un peu comme une partition chromatique. Et en cela, ils vont réussir à voir, ces deux couleurs-là sont harmonieuses, on va garder cet ensemble, etc. Pour vraiment assurer les questions d'harmonie, les questions esthétiques. Pour Rochefort et pour les décors naturels, en général, donc Jacques Demy et Bernard Évin font le tour des villes pour trouver le lieu propice au tournage. Donc pour les Demoiselles de Rochefort, à la base, Bernard Évin avait dessiné des maquettes très sombres dans les violets, les bordeaux. Et quand il a vu Rochefort, il s'est dit que c'était pas du tout possible. Et c'est à partir de Rochefort qu'il a pensé ce décor blanc avec ses touches de couleurs pastel. Il arrive, Bernard Évin, avec son équipe, quelques semaines avant le début du tournage pour tout repeindre. Pour les Demoiselles de Rochefort, il a peint plus de 40 000 mètres carrés de façade, donc assez impressionnant. C'est toujours des questions aussi de négociation avec les propriétaires des maisons, avec les collectivités, avec les mairies, pour savoir s'il a droit ou non de peindre les bâtisses. Mais il promet toujours, en partant, de repeindre dans la couleur que les propriétaires souhaitent. Et justement, dans la photo qui est tout en haut, la seule maison qui n'est pas peinte, c'était la maison de notaires qui n'ont jamais voulu que Bernard Évin repeigne leur façade. Et il faut savoir, en tout cas pour les parapluies de Cherbourg, Bernard Évin faisait appel aussi à de la main-d'œuvre qui était sur place. Donc il allait dans les écoles d'art et il demandait l'aide des habitants pour repeindre la ville. Autre petite anecdote amusante, l'eau de la fontaine, il a mis un petit colorant à l'intérieur, dans l'eau, pour qu'apparaisse vraiment bleu et ressorte au milieu de cette place blanche. Alors bien qu'il est en décor naturel, il n'aménage pas seulement l'espace, il va aussi construire des choses, comme le petit restaurant de la mère des jumelles, donc une bâtisse tout en verre. Initialement, Jacques Demy avait parlé de petites baraques en bois à Bernard Évin, et puis finalement ils sont convenus que cet espace faisait vraiment le lien entre les différents lieux, qu'il était ouvert sur la place, et donc c'était plus intéressant ainsi. Et aussi, en parlant de reconstruction, le magasin de musique de Simon Dame, c'est une ancienne halle. Et du coup, Bernard Évin a tout reconstruit véritablement dans cet espace. Il a tout repeint, il a vraiment tout changé, tout reconstruit. Je vais finir assez rapidement par une dédicace de Jacques Demy. Alors, c'est une dédicace qu'on retrouve en introduction d'un ouvrage, un catalogue d'exposition destiné à Bernard Évin, donc une exposition qui avait été organisée à la galerie Art et Essai de l'université Rennes 2. Et donc je voulais juste la fin de la dédicace parce qu'elle est très belle et très représentative aussi de Bernard Évin. Les décors ne sont pas la représentation de la réalité, c'est une réalité faite pour un film, une réalité plus juste, plus intéressante, plus dramatique. Cela a toutes les qualités de la vision d'un peintre par rapport à une vision vériste. Les décorateurs, qu'ils soient en décor naturel ou en studio, à l'image des poètes, des peintres, ne copient pas simplement la réalité, lui donnent la forme, la dévoilent autrement au regard de sentiments. Donc,
Bernard Évin, cet adolescent rêveur, est devenu un décorateur exceptionnel. Ses maquettes révèlent à la fois ses talents de peintre et d'architecte. Elles sont émouvantes parce qu'elles sont sincères, elles reflètent l'âme d'un poète. Donc ça, ce sont les mots de Jacques Demy. Et effectivement, les décorateurs sont des êtres assez mystérieux. Ils sont à la fois des architectes, des peintres, des poètes. Ils s'approprient la réalité pour en faire une rêverie. Et en cela, c'est pour ça aussi qu'ils sont si difficiles à comprendre et autant de mystères se forment autour d'eux. Donc j'espère vous avoir fait découvrir un petit peu l'envers du décor, de vous avoir déjà donné une base théorique pour mieux appréhender ce métier. Et puis juste un mot, restez bien toujours à la fin des génériques pour justement saluer leur travail et découvrir ces professionnels restés un peu trop longtemps dans l'ombre. Merci beaucoup.